Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. 4 nouveaux ambassadeurs à Dakar. Les diplomates ont présenté au président de la République leurs lettres de créance. Ils représentent respectivement l'Allemagne, l'Australie, la Gambie et le Canada. Et puis une nouvelle unité de production de pain au camp pénal. La boulangerie de la réinsertion, comme on l'appelle, produit 5000 pains pour les 4800 détenus des 8 établissements pénitentiaires de Dakar. Une activité pour préserver la dignité des détenus, affirme Sidi Kaba. Le ministre de la Justice s'est prononcé sur les nouvelles dispositions pour améliorer les conditions de détention et la gestion des prisons. Gestion des inondations, le projet des l'ADM font le point dans la banlieue dakaroise. Des ouvrages de drainage des eaux pluviales ont permis de protéger 100 000 habitants et améliorer leur cadre de vie. Ashura, le début de l'année musulmane, est célébré ce mardi. Ce jour institué par le prophète Mohammed après son arrivée à Médine en 622 symbolise plusieurs épisodes dans l'histoire des religions révélées, l'islam notamment. On joue avec des recommandations particulières et ses aspects traditionnels qui varient selon les cultures, du Tadjaboun au Sénégal, à la flagellation en Iran ou Irak, tout sur la Tamharit. Et puis quelques pas de danse pour annoncer et fêter la sortie des circoncis céréales. Nous reparlons du doute dans la rubrique au cœur, dans la rubrique culture. Et puis le processus d'obtention des cartes d'électeurs, nous en parlons aujourd'hui avec Bernard Casimir-Sis, directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a reçu ce mardi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs, les représentants de l'Australie, de l'Allemagne, de la Gambie et du Canada au Sénégal ont pris officiellement fonction ce matin. Des diplomates dont la mission est de veiller à l'excellence des relations entre leur pays et le Sénégal. Les ambassadeurs de l'Australie, de la Gambie, du Canada ont eu droit aux honneurs dus à leur rang. Aboubakry Kane. Andrew Barnes est le nouvel ambassadeur de l'Australie au Sénégal. Officier de carrière, il est directeur de la section Afrique australe, centrale et de l'Ouest. Excellence, les honneurs vous sont rendus pour un détachement de la garde présidentielle commandée par le capitaine Moussa Yorogueï. Mesdames, Excellence. Né le 23 avril 1963, le nouvel ambassadeur venu présenter ses lettres de créance au président de la République est non résident. Andrew Barnes couvre donc le Sénégal à partir de Accra, où il a depuis 2015 occupé le rôle de chargé d'affaires. Autre ambassadeur venu présenter ses lettres de créance au chef de l'État, le docteur Renat Astrid Chimkoheit. Son Excellence, Madame l'ambassadeur d'Allemagne. Le nouvel ambassadeur d'Allemagne à Dakar est né en 1954 à Brandenburg. Diplomate de carrière, elle a eu à occuper plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères. Dr Chimkoheit a été de 2012 à 2013 ambassadeur d'Allemagne à Accra. Depuis 2014, elle était consul général à Almaty, au Kazakhstan. Mamadou Ibrahim Ndiaye est le nouvel ambassadeur de la Gambie à Dakar. Diplômé en études islamiques, Mamadou Ndiaye est né en 1954 à Banjul, marié et père de 3 enfants. Il a fait la plupart de ses études à l'université de Damas, en République arabe de Syrie, puis à Islamabad au Pakistan. De 2002 à 2003, il a été ambassadeur de la Gambie au Qatar. Il a aussi plusieurs fois représenté la Gambie au sommet de la conférence islamique. Avant d'être nommé ambassadeur à Dakar, Mamadou Ibrahim Ndiaye était l'imam ratib de la mosquée de Pipeline à Banjul. Lise Filiatrolt est le nouvel ambassadeur du Canada à Dakar. Diplômée en coopération et développement international à l'Université d'Ottawa, elle a intégré le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 1990.
De 2013 à 2016, Lise Filiatrolt a été sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et dans le Maghreb. Mais son premier poste au sein du ministère était en Guyane en 1992. Le nouvel ambassadeur du Canada à Dakar est marié et mère de 2 filles. Après cela, nous parlons de l'inauguration de la boulangerie de la réinsertion au camp pénal, une initiative du gouvernement du Sénégal pour améliorer les conditions de vie des détenus. L'État est accompagné dans ce projet par la Fondation Osiwa et la coopération française. Les pains provenant de cette boulangerie de la réinsertion seront distribués à quelques 5000 pensionnaires des administrations pénitentiaires. Une initiative rendue possible grâce à la coopération tripartite entre l'État du Sénégal, la Fondation Osiwa et la coopération française. La justice, c'est déjà un élément essentiel de toute démocratie, de tout état de droit. Et au sein de la justice, la qualité de l'administration pénitentiaire est souvent un bon critère pour mesurer le respect de l'état de droit. Et c'est, comme vous le savez, des principes, des valeurs auxquelles le Sénégal et la France sont attachés. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des détenus, mais aussi faciliter leur réinsertion sociale. La dignité doit être quelque chose à préserver en prison. C'est de permettre aux détenus d'avoir des activités qu'ils auront à la suite d'une formation. 5000 pains vont sortir de cette boulangerie alors, pour alimenter quelque chose comme 4800 détenus dans les 8 établissements pénitentiaires de la région de Dakar. C'est un progrès très important, comme vous avez pu le constater. Et nous sommes aujourd'hui à 1000 francs, ce qu'on appelle la cotation journalière. Et c'est déjà un pas assez important parce que nous venons de loin, de 300 francs à 1000 francs. Il y a une amélioration de l'alimentation. Et cela va continuer à travers la production du pain qui sera fait par les détenus eux-mêmes. Et ce qui est important aussi, l'avantage de cette boulangerie, autre avantage, c'est que c'est un travail qui sera fait. Et ce travail est un travail qui assure la dignité. Parce qu'on a le plaisir de faire du travail et d'apporter quelque chose à la communauté à laquelle on appartient, même si c'est une communauté restreinte. C'est quelque chose de très important. Elle participe de la réinsertion, comme nous l'avons dit, mais également aussi, et tout cela, c'est une activité aussi qui est rémunératrice. Cette unité de production de pain a été construite et équipée en partie par l'État du Sénégal. La Fondation Osiwa et la coopération française sont ensuite venus en appoint pour accompagner le Sénégal dans cette dynamique d'amélioration des conditions de vie des détenus. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est exprimé sur les doléances des détenus suite à la mutinerie de Rebeuss du mois de septembre dernier. Sidiki Kaba revient sur les dispositifs pour améliorer les conditions de détention et la gestion des prisons. Nous l'écoutons. Les demandes qui ont été faites par les détenus, notamment avoir des audiences permanentes dans des chambres permanentes. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Et dorénavant, il y a à la place des cours d'assises, il n'y aura plus de sessions, mais des chambres permanentes dans des, il y aura des audiences permanentes dans des chambres permanentes criminelles, ce qui veut dire que tous les jours, il y aura une audience. Cela va permettre un traitement beaucoup plus rapide des dossiers dans un délai raisonnable. Et aussi, je vous avais dit aussi que ce qui est important, c'est qu'il y aura une forme alternative à la prison. Dorénavant, si la peine de prison peut être égale ou inférieure à 6 mois, le juge peut demander à celui qui doit être condamné s'il veut aller en prison ou s'il veut faire au profit de la société un travail au bénéfice de la société. Alors, aller dans une mairie, nettoyer une mairie ou apporter donc son concours bénévole, à balayer une rue, bref, il a le choix. Et ce choix, c'est une façon aussi de désengorger et éviter la prison à tout le monde. Et c'est un progrès majeur parce que c'est la première fois que nous l'avons. Je vous avais dit aussi que nous serons à Ziguinchor. Pourquoi Ziguinchor était important? L'inauguration de la cour d'appel de Ziguinchor. Parce que les 3 régions de Ziguinchor, de Kolda
mais en même temps aussi de Sédhiou, lorsque un plaideur faisait appel, le justiciable, son affaire était examinée à Dakar. Quelqu'un qui est à Médina Yoro Fula, il devait faire près de 1000 km pour venir soutenir son appel à Dakar. C'est harassant, c'est coûteux, c'est difficile et souvent il renonçait avec un sentiment de frustration et même avec le sentiment qu'il faudrait régler par la violence et par la vengeance. Or, la vengeance n'est pas l'acte de justice. C'est pourquoi aujourd'hui, cette question est réglée. Quand un citoyen a un problème, la première des choses qu'il lui faut, c'est qu'il faut que son juge soit à côté de lui. Son juge sera donc à côté de lui. Alors, nous parlons du processus d'obtention des cartes d'électeurs. Bernard Cardimir-Sis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Diédiou. Vous êtes le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections. Alors, récemment, des sorties ont eu lieu dans la presse pour, entre autres, dire que les personnalités, notamment le président de la République, ont obtenu les nouvelles cartes d'électeurs sans passer par des commissions administratives. C'est bien cela. Alors, quelle est la vérité des faits? La vérité des faits, c'est que depuis le 4 octobre dernier, Monsieur le Président de la République a lancé officiellement la nouvelle carte nationale d'identité, la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO, qui doit également faire office de carte d'électeur. Et lui-même a donné l'exemple à tous les concitoyens. Il s'est fait délivrer la nouvelle carte d'identité et s'est présenté effectivement devant une commission administrative mise en place par le préfet du département de Dakar. Et cette commission-là, elle est administrative en cela qu'elle a été mise en place par l'autorité administrative. C'est une commission parce qu'il s'agit d'une représentation plurielle. Il y avait un président nommé par l'autorité administrative, donc le préfet de Dakar. Il y avait un représentant du maire de la ville de Dakar et il y avait également un contrôleur de la Sénat et tous les partis politiques légalement constitués sont membres de cette commission administrative. Donc la présence du chef de l'État était une présence salutaire qui donnait l'exemple et c'est une présence qui respectait les dispositions électorales. Il faut indiquer que si on était rigoureusement resté dans le processus électoral actuel, Monsieur le Président de la République se serait fait enrôler à Fatick, parce que votant là-bas, mais la commission qui a été instaurée par le préfet de Dakar, comme toutes les autres commissions, c'est une commission qui a une compétence nationale, donc habilitée à enrôler Monsieur le chef de l'État ici même à Dakar. Alors, justement, quelles sont les conditions réelles d'obtention de cette carte d'électeur? Il est bien de préciser que cette carte d'électeur, qui est en même temps la carte d'identité CEDEAO biométrique, pour l'instant, ceux qui sont appelés à se présenter, ce sont les citoyens qui sont déjà inscrits sur les listes électorales ou bien qui ont l'âge électoral, c'est-à-dire 18 ans révolus. Pour se présenter devant ces commissions, donc, il faudra justifier qu'on a la carte d'identité numérisée, celle d'alors, ou bien la carte d'électeur en soi. Et quelle que soit la pièce que vous présentez, si c'est la carte d'identité ou bien la carte d'électeur, vous devez en même temps en présenter la photocopie, parce que c'est la photocopie qui est retirée et jointe au formulaire. Donc c'est simplifié, vous présentez votre pièce d'identité ou bien votre pièce d'électeur avec une photocopie qui sera retirée par la suite. C'est aussi simple que cela. Nous rappelons qu'au Sénégal, nous pouvons avoir la carte d'identité à 5 ans, déjà. Mais toutes les personnes qui ne sont pas concernées par le processus électoral présentement ne sont pas appelées à se présenter pour l'instant au niveau des commissions. Il s'agit de commissions administratives qui travaillent à la refonte des listes électorales et c'est une refonte partielle. Et il faut avoir quel âge pour ça? Pour cela, il faudra avoir 18 ans révolus. D'accord. Alors aujourd'hui, où est-ce que les Sénégalais doivent aller pour avoir soit la carte nationale d'identité biométrique et en même temps la carte d'électeur? Dorénavant, nous devrons dire carte d'identité biométrique CEDEAO. Donc, pour obtenir cette pièce d'identité qui fait en même temps office de carte d'électeur, il faut aller au niveau des préfectures. Pour l'instant, la préfecture de Dakar, le préfet de Dakar a installé 2 commissions qui siègent présentement au niveau de la DAF, parce que c'est une phase expérimentale, la DAF qui se trouve près de la rue 6. Il y a une autre commission mise en place par le sous-préfet de Plateau
Dakar Plateau, et cette commission siège présentement au niveau des locaux de la DAF qui sont contigus au ministère de l'Intérieur. Donc pour l'instant, ce sont ces commissions qui fonctionnent, mais au niveau des départements de Dakar, cela se fait progressivement. Aujourd'hui, certains départements ont commencé à compter du jeudi à la préfecture de Guédiawaye, de Pikine, mais également au niveau de Rufisque. Pour Rufisque, les gens iront à Bargny pour l'instant. Donc à ce niveau-là, les commissions vont travailler. Et dès la semaine prochaine, comme indiqué dans l'arrêté du ministre de l'Intérieur, dans l'intérieur du pays, au niveau des 41 autres départements, les commissions vont fonctionner. Alors, il y va également de la refonte du fichier électoral dans tout ce processus. Effectivement, et quand nous disons refonte partielle du fichier, c'est que nous avons un fichier électoral qui fait plus de 5 300 000 électeurs. Mais il faut revenir à 2006 pour se rendre compte qu'à l'époque, lorsque vous alliez pour vous inscrire, automatiquement, quand vous aviez l'âge électoral, il vous était délivré et en même temps votre carte d'identité et en même temps votre carte d'électeur. Ceux-là qui ne désiraient pas être sur les listes électorales l'étaient de fait. Pour cette fois-ci, avec tous les appels pour un audit du fichier électoral et pour le rendre un peu plus crédible, et qui traduisent la réalité effective des électeurs qui vont se présenter, il a été demandé à tous les citoyens qui sont sur les listes d'aller confirmer. Il vous sera simplement posé une seule question. Est-ce que vous souhaitez toujours figurer sur les listes électorales? Si tel est le cas, rien ne change dans vos données, sauf si vous demandez à changer votre adresse électorale. Si tel est le cas, votre nouvelle carte sortira avec, au revers, les données d'identité et au verso, vous aurez les données électorales. Et donc, si vous changez d'adresse, qu'est-ce qu'il faut? Si vous changez d'adresse, cela va être pris en compte parce qu'une personne qui votait à Bignona et qui aujourd'hui est basée à Dakar pourrait souhaiter rester ici à Dakar et voter. En ce moment-là, sa demande sera prise en charge. Il lui sera délivré un récépissé et au moment opportun, lorsque sa carte sortira, cette personne verra que son adresse électorale a changé. Il est bien de préciser que les militaires et les paramilitaires seront inscrits comme si c'était de nouveaux électeurs parce qu'eux, ils votaient avant. Cette fois-ci, ils vont être inscrits comme des civils et c'est cela considéré comme une nouvelle inscription. Une autre précision, c'est que le citoyen de 18 ans révolu qui va se présenter devant la commission devra amener sa carte nationale d'identité. C'est la carte numérisée actuellement avec une photocopie. Cette personne-là pourra être inscrite. Et lorsque sa carte sortira, elle sortira avec un côté une carte d'identité et de l'autre ses données électorales. Et si elle change d'adresse, il lui faut un certificat de résidence ou... Alors, pour cela, c'est important. Les commissions ayant une compétence nationale, si la commission se déplace et que vous voulez changer de votre adresse, il faudra que vous justifiez votre rattachement à la circonscription à laquelle vous voulez faire partie. Cela, c'est en perspective des élections locales, parce que ne participent aux élections locales que les citoyens de la collectivité locale. Donc, vous devez justifier à travers un certificat de résidence, ou bien il y a d'autres papiers, ça peut être le quitus fiscal, ça peut être une facture d'eau, ou bien d'électricité, conformément au code électoral. Donc ces commissions-là ont une compétence nationale, prennent tout le monde, mais il faudra justifier votre appartenance à la collectivité. D'accord. Après Dakar, les régions, c'est pour quand? Les régions, dès la semaine prochaine, et cela commencera par les préfectures. Donc dès la semaine prochaine, à compter du 15, on ira se déployer au niveau des départements. Permettez-moi de préciser juste qu'au moment où on enrôlera les citoyens, ceux-là qui ne désirent pas figurer sur les listes électorales, lorsque leur carte d'identité sortira, il sera fait mention au verso « personnes non inscrites sur les listes électorales ». Ça, c'est une bonne précision. Merci en tout cas Bernard Casimir-Sis, directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections, qui nous parlait du processus d'obtention des cartes d'électeurs. Et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à la connaissance de l'opinion publique conformément à l'article 1er du décret numéro 2016-1535
2025 portant application de la loi 2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales et en application de l'arrêté numéro 14898 du 3 octobre 2016 fixant les modalités de fonctionnement des commissions administratives de la refonte partielle des listes électorales. Le préfet du département de Dakar a institué 2 commissions administratives par arrêté numéro 226 PDDK du 3 octobre 2016. Le même jour, le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar, Plateau, a également institué par arrêté numéro 637 ADPI SP une commission administrative chargée de la refonte partielle des listes électorales au niveau de la circonscription. Chaque commission est composée d'un président, d'un suppléant, d'un représentant de la Sénat, d'un représentant du maire et d'un représentant de chaque parti politique ou coalition de partis politiques légalement constitués. Les commissions administratives chargées de la refonte partielle des listes électorales, quoique fixes, peuvent être rendues itinérantes selon les besoins ou les réalités locales. C'est fort de cette prescription légale et en vertu de sa compétence nationale que la dite commission administrative a pu être déplacée dans les locaux de la DAF le jour du lancement des opérations. En tout état de cause, les activités des commissions administratives sont rigoureusement contrôlées par les représentants de la Sénat, dont la présence obligatoire est de droit. En revanche, la présence ou non des partis politiques aux coalitions de partis politiques légalement constitués est entièrement de leur responsabilité. Par conséquent, la confirmation par Monsieur le Président de la République de son inscription sur les listes électorales le 4 octobre 2016 s'est faite régulièrement devant une commission administrative dûment constituée. Nous en parlions tout à l'heure avec Bernard Casimir VI. Et puis, la remise de sa carte le même jour et devant la même commission administrative prouve, au-delà de la performance du système mis en place, notre attachement aux règles de transparence édictées par la réglementation électorale signée donc le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec également le secrétaire général Cheikhou Cissé. Merci en tout cas d'avoir suivi notre invité. Après 3 ans d'exécution, le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique projet a réalisé des résultats satisfaisant dans la lutte contre les inondations dans la banlieue dakaroise. Des ouvrages de drainage ont été réalisés pour des bénéficiaires estimés à 100 000. Le maître d'œuvre du projet, l'agence de développement municipal, a organisé une tournée d'information. Pabouna Tchawa. Une tournée d'information qui a débuté par l'une des réalisations phares du projet. Le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique a littéralement chassé le spectre des inondations ici à la Cité Soleil de Dalifort grâce à ces bassins versants qui fonctionnent par un système de drainage gravitaire. Autre lieu jadis très affecté par les inondations, Wahina Nimzat, au cœur de la banlieue. Ici, les bassins réalisés avec leur aménagement à côté ne profitent pas seulement à ces jeunes enfants. La zone où nous sommes présentement était inaccessible. On ne pouvait pas accéder à la zone. La mobilité des populations était très réduite. Toute la zone était inondée. Là où il y a aujourd'hui les bassins, c'était habité. Donc ces familles-là étaient obligées, par l'emprise des eaux, de quitter ces environs pour aller s'implanter ailleurs. Donc avec l'arrivée de ces ouvrages-là, depuis il y a à peu près plus d'1 an maintenant, on s'est rendu compte que la zone est devenue plus agréable à vivre et accessible aussi. Dans les villes de Pikine et Guédiawaye, le projet a réalisé un total de 8 bassins d'une capacité cumulée de 315 000 m3, des ouvrages qui ont permis de protéger 100 000 habitants des inondations. Leur réalisation a nécessité une bonne connaissance de la topographie du milieu. Ce que le projet a fait, c'est d'abord refaire l'étude hydrologique, le diagnostic hydrologique de toute la zone d'intervention Pikine-Guédiawaye pour redéfinir les systèmes de bassins versants, les systèmes de cours d'eau naturels, les bas-fonds qui existaient. Et sur la base de ces connaissances hydrologiques, sur la base des connaissances topographiques et pluviométriques, concevoir un système de drainage qui permette de récupérer les eaux et de les amener, les acheminer vers l'exutoire, c'est-à-dire vers la mer en gravitaire, sans pompage. Pour compenser l'impact des travaux sur l'environnement, une plantation de fil à eau a été aussi réalisée ici à la plage de Malika, en intelligence avec les services des eaux et forêts. L'idée est de préserver l'environnement sur les sites d'intervention du projet. 23 km de canalisation sont déjà en service. Nous avons démarré depuis 2012 les travaux et nous avons eu beaucoup d'impact et de résultats.
après la réalisation de ces travaux, nous avons permis en tout cas d'améliorer de manière significative le cadre de vie des populations. Nous avons réduit également le niveau d'inondation dans certains quartiers. À l'horizon 2019, 550 000 personnes pourront directement bénéficier des ouvrages du PROJEP. L'agence de développement municipal va également intervenir à Diamniadio et à Saint-Louis. Saint-Louis, justement, où 46 nouveaux minibus ont été réceptionnés. C'est dans le cadre de la deuxième phase de renouvellement du parc des transports urbains. 5 nouvelles lignes sont ainsi créées pour desservir les quartiers périphériques de la ville. Maman Moussaïan. Avec l'arrivée de ces nouveaux bus, 2 nouvelles lignes vont être créées à Saint-Louis pour desservir les quartiers de Cité-Niakh, Pékin et Ngalel. C'est dire donc que ce que le chef de l'État appelle de tous ses vœux, le programme qu'il a décidé de mettre en place et que l'État finance, ce programme de renouvellement du parc de transport urbain, interurbain, est véritablement en œuvre dans la commune de Saint-Louis. Et avec ce système, c'est la sécurité, le confort et la ponctualité pour les populations de la cité ancienne dans le cadre du transport urbain. Nous devons aux populations des conditions de transport avec sécurité. C'est le confort. Nous devons le maximum de confort possible aux populations. C'est pourquoi ces minibus viennent remplacer les vieux Ndiagandiaï, vieux carapides, vieux systèmes, modes de transport qui existent. Mais enfin, il s'agit de la ponctualité. Là où à Saint-Louis, on avait 12 minutes entre le passage de 2 minibus, le temps sera désormais réduit à 8 minutes. Avec l'arrivée de ces nouveaux minibus, les conditions de travail du personnel d'appui vont être améliorées. 2 brigades par jour avec 200 nouveaux emplois. C'est pourquoi je voudrais appeler les transporteurs, je voudrais appeler toute la population en général à faire preuve de beaucoup de discipline, à respecter l'ordre pour que le Sénégal émergent, tant souhaité, puisse être une réalité très rapidement. Avec la première phase, la ville de Saint-Louis disposait déjà de 50 véhicules, 5 lignes, 3 GIE créés, 6 terminus, université, Bango, gare routière, monument, Gokhombat et Hydrobase. La mesure fait partie des directives présidentielles visant à réorienter le système éducatif vers les sciences et les technologies. Les sciences physiques sont désormais obligatoires dans les classes de 4e. La réforme devrait susciter des vocations scientifiques chez les élèves. Célina Aoulunfal nous en parle en détail. C'est une nouvelle discipline à laquelle ils devront se familiariser. Ces élèves en classe de 4e au lycée Seydou Nouroutal en sont à leur 2e cours d'initiation aux sciences physiques. Les sciences physiques, jusqu'à l'année dernière optionnelles, sont désormais obligatoires dans les classes de 4e. La mesure est entrée en vigueur cette année. Puisque les sciences physiques étaient optionnelles, nous avons décidé que ces sciences physiques soient généralisées au niveau de toutes les classes de 4e et que soient supprimées certaines LV2. Ces LV2, c'est le portugais, c'est le russe, c'est l'italien et c'est l'allemand. Voilà les LV2 qui sont supprimés au collège. Ces LV2 sont supprimés en classe de 4e cette année. Mais ces LV2 restent maintenus en classe de 3e parce que la réforme n'est pas encore arrivée en 3e. Et les sciences physiques sont généralisées à toutes les classes de 4e, avec un crédit horaire de 3 heures pour un coefficient de 2. Une réforme qui vise à orienter les enseignements vers les sciences. Elle demande des moyens et du personnel. Nous avions en 2014-2015 formé tous les professeurs de sciences physiques, de sciences de la vie et de la terre et de mathématiques. Nous les avions formés à l'utilisation de guides pédagogiques qui étaient conçus dans le cadre de cette réforme-là. Cette introduction généralisée des sciences physiques en classe de 4e devrait susciter l'engouement chez les apprenants. Les fiches montrent que les élèves attendent beaucoup des sciences physiques. Espérons qu'on fera tout pour ne pas les décevoir et surtout
Je le dis et je répète, au Sénégal, on a besoin des scientifiques. Et on demande qu'on nous aide pour qu'on puisse former ces élèves-là pour qu'ils soient des futurs scientifiques. Le prof nous a expliqué comment ça marche, le déroulement et tout. Je pense que la science n'est pas aussi difficile. Les matières scientifiques, difficiles ou faciles, c'est selon la perception des uns et des autres. Mais il est évident que la manière de les enseigner compte beaucoup. Donc comme c'est une initiation, il faut avoir ce qu'on appelle de la pédagogie. Et faire pas à pas, tous les premiers jours, tout faire pour les faire aimer la matière. Ça veut dire qu'en parlant avec eux, en les conscientisant, surtout en faisant des expériences. L'expérience par répétition a montré que quand on fait des expériences, les élèves s'approprient facilement ce qu'on appelle le programme et ce qu'on appelle les sciences physiques. Les sciences physiques, bon, je trouve que ça a l'air intéressant puisque je ne peux pas en déduire puisqu'on vient de le commencer. Mais d'après ce que je vois, le prof essaie de nous faire aimer de la matière. Et puis il fait tout ce qu'il faut pour nous faire aimer ça. Faire aimer les sciences aux élèves, un défi à relever. L'expérimentation à travers des laboratoires équipés devrait créer les résultats espérés et faire adhérer les apprenants. Nous reparlons de la Journée mondiale de la santé mentale. Kaolack a abrité la cérémonie officielle au Centre national de réinsertion sociale. L'occasion a été saisie pour remettre des attestations à des pensionnaires totalement guéris et formés à différents métiers. L'accompagnement par les familles des malades est souhaité et nécessaire pour éviter la marginalisation et l'errance. Omar Diawa. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 ans, Kaolack a eu l'honneur d'abriter la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la santé mentale. La capitale du Saloum abrite aussi le Centre national de réinsertion sociale, Imam Hassan Sissé. C'est un centre qui a cette particularité de, en plus la prise en charge médicale, de travailler tout de suite à l'insertion. On sort même du centre avec une qualification. Des structures asiliaires comme les lazarets et les cabanons ont jalonné l'histoire de la prise en charge des maladies mentales dans beaucoup de pays, dont le Sénégal. Pourtant, il est possible de se remettre d'une affection psychiatrique et retrouver sa place dans la société. Maladie ne doit pas vouloir dire rejet. Au contraire, il y a cet accompagnement, il y a cette prise en charge qui, commençant la famille, nous accompagnerons justement les pensionnaires qui ont eu cette qualification, accompagnés pour leur réinsertion au niveau de la société. Cette année, le thème retenu par la communauté internationale est les premiers secours psychologiques. Les premiers secours psychologiques englobent le soutien psychologique et social et impliquent d'apporter un soutien empreint d'humanité et une assistance pratique aux personnes qui souffrent après avoir vécu une situation de crise grave. Les premiers secours psychologiques sont d'autant plus importants que les crises humanitaires, les conflits et autres événements traumatiques sont de plus en plus fréquents. Ils souffrent dans leur tête, leur famille souffre, les témoins de l'accident souffrent, les secouristes aussi souffrent. Et ça, il faut des professionnels de la santé mentale pour leur assurer une prise en charge globale. Aussi bien dans les discours des uns et des autres que dans les sketchs interprétés, l'accent a été mis sur le renforcement de la solidarité familiale et des moyens des structures de soins. Une bonne nouvelle pour le centre. 2 psychiatres seront pris en charge ici dans ce centre pour travailler entre l'hôpital et le centre. En plusieurs endroits du Sénégal, la journée a été célébrée. C'est le cas à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye qui a reçu la visite du directeur général de la santé. Des efforts sont faits pour mettre un terme à l'errance insoutenable des malades. À ce propos, seule une réponse multisectorielle pourrait éclairer le chemin vers une solution durable. Et puis, où sont les familles ? La communauté musulmane célèbre la Tamkharit ou Ashura ce mardi. Chez nous, en plus des prières et du jeûne, le copieux couscous sera servi. Quel sens doit-on donner à cette fête ? Quelles sont les recommandations de l'islam ? Réponse dans ce reportage de François Sec. La Tamkharit ou Ashura dépend de l'apparition du croissant lunaire et marque le début du calendrier musulman. L'Ashura désigne le 10e jour donc, du mois de la Tamkharit. C'est un jour béni, un jour exceptionnel d'une grande importance. Il est institué par le prophète Mohammed après son arrivée à Médine en 622 qui marque l'hégire.
Achoura, c'est aussi le jour anniversaire des plus grands épisodes prophétiques, le salut d'Abraham sauvé du feu, l'accostage de l'arche de Noé, Jonas sauvé des entrailles du poisson, mais surtout l'éclatante victoire de Moïse sur son rival Pharaon. Il y a d'autres aussi, le naufrage donc de la pirogue de Nuh alayhi salam et d'autres événements. Pour recevoir les bienfaits de la Achoura, il est recommandé aux fidèles musulmans de faire œuvre charitable, de se montrer solidaire avec les orphelins et les nécessiteux, de rendre visite aux malades. C'est un jour aussi, on peut le dire, propice à la prière et au recueillement. Il est vivement recommandé aux fidèles de beaucoup prier. Le jeûne de la Achoura est surérogatoire, mais fortement recommandé. L'adoration majeure en ce jour d'Achoura, c'est le jeûne. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement que quiconque jeûne le jour d'Achoura verra donc tous ses péchés donc, de l'année écoulée effacés. Faire des salatu ala nabi, prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire des 2 rakas de nafila. Entre traditions profanes et prophétiques, la Tamkharit est vécue différemment. Des pratiques culturelles locales sont venues s'ajouter aux traditions religieuses. En Iran et en Irak, par exemple, c'est un jour de deuil, un jour de tristesse, de malheur, car étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein, n'est-ce pas, second fils d'Ali et de Fatima, assassiné à Karbala et qui fut le 3e imam, si vous voulez, de Ahl Shia, c'est-à-dire de la communauté chiite. Donc, c'est pourquoi ces peuples donc se flagellent donc jusqu'au sang pour célébrer en quelque sorte ce jour de malheur. Au Maroc, l'Achoura est la fête de l'enfance. C'est un jour de charité, de partage où les enfants reçoivent même des cadeaux. Chez nous, le couscous bien servi est une habitude, mais les déguisements nocturnes à travers le Tadjeboun aux allures de Mardi Gras ne relèvent ni de la charia ni de la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très clair, nous a signifié que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit tout homme donc, qui imite donc, une femme ainsi qu'une femme en fait, qui imite un homme. Donc c'est formellement interdit. Comme je l'ai dit tantôt, une fête religieuse donc, ne se pratique, ne se commémore point par des pratiques illicites. Ce qui est des couscous que nous préparons, ce n'est pas d'abord une obligation. Cela n'a aucune signification religieuse, juste peut-être pour faire plaisir à sa famille. Pendant la fête de Tamkharit, les aspects gastronomiques et festifs ne doivent pas occulter les strictes recommandations de l'islam. Elle s'appelle Khadijatou Ndiaye. Le couscous qu'elle prépare vient de la collecte qu'elle fait chez les premières ou deuxièmes épouses. De maison en maison, avec des pics et des pas de danse, elle arrive à rallier tout ce beau monde à sa cause. Tout un parcours autour du fameux tiare de la Tamkharit que nous décrit Claire Diop. Munie de sa calebasse, Absa Ndiaye fait le tour des maisons de son quartier. Elle demande à toutes les premières épouses de donner quelque chose pour la préparation du dîner d'Achoura. Entre ces femmes, première, deuxième, troisième ou quatrième épouse, on se lance des tracts pour montrer que l'on est plus proche du mari, cela dans la bonne ambiance. reeru tam xale beneen aawoo nga ne leen sonnal du ngeen joxe waaw moo tax ñu leen di wutal wujju du ngeen joxe du ngeen maye du ngeen farfe du ngeen xam sa xolub jëkkër ñaareel xaritu jëkkëram aawo buuru këram seen palaasam benn xolub jëkkër Pour comprendre, nous avons interrogé des mamans qui ont déjà fait plus de 40 ans de mariage. ñun dañoo juddu fekk ñuy laaj reeru tam xarit di ko laaj bu ñu ko joxee duñ ca am ñu yóbbu di ñaan yàlla fekke ko déwén ak déwén jéeg bu ñu toggee reer yi xale yi jël seeni pot di tëgg di laaj ñu di leen sarax ñaan yàlla fekke ko déwén. L'objectif c'était de rassembler les personnes, de les unir, de les mettre dans l'amitié et non pas dans la concurrence. Oui, avec ma co-épouse, elle me donnait 10 000. Oui, simplement 10 000. Comme ça, moi, je vais faire ça en poudre pour préparer du couscous. Nous avons un lien très bien avec ça. Je prépare un dîner, je prends une bonne assiette et je lui mets
pour l'amener. Le geste est une tradition ancestrale et on pouvait recevoir de l'argent ou des denrées alimentaires, le tout dans un esprit de solidarité. On donnait du riz, du mil, du maïs pour faire du couscous, surtout. Voilà. Si tu as des pièces, tu donnes. Wow. La personne qui recevait cela aussi était vraiment heureuse. On donnait du riz, du mil, du riz et on donnait aussi du mil pour le couscous. Le legs régulateur social bien entretenu par la génération de Absa Ndiaye qui est aussi deuxième épouse. Pour elle, cette tradition permet de raffermir les liens entre coépouses. De plus en plus, on note une nouvelle tournure de cette tradition. Pour bien des dames, c'est l'occasion de montrer opulence et supériorité. Cela est tout le contraire des objectifs de base. On dépasse beaucoup d'argent pour ça et vraiment, pour moi, c'est pas bon de gaspiller. Les temps sont durs actuellement. Tu n'oses pas donner 1000 francs à une personne, puisque il n'a donné que 1000 francs. Donc, tu vois, il y a beaucoup de changements par rapport à nos ancêtres. C'est ce qui complique maintenant la vie. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est très grave aussi pour la société. Ashura ou Tamkharit, la fête est célébrée le 10e jour du premier mois du calendrier lunaire islamique, une date mémorable dans l'histoire de la religion musulmane. Et pour cette nuit spéciale, le couscous à la sauce bassi salté sera à l'honneur pour bien gaver les familles. Et juste après, ce sera au tour des plus jeunes de faire le tour des maisons pour chanter et danser. Et ça s'appelle le Tadjaboun, c'est aussi à Matam. La Tamkharit est célébrée dans la joie dans cette ville. La fête contribue à raffermir les liens familiaux. Ce jour est l'occasion pour chaque oncle d'honorer ses neveux. Ashura, entre religion et tradition, la fête se vit dans une ambiance festive. Oumou Kalsoum Sall. Le couscous s'impose ce soir dans presque tous les foyers. Chez les Halpulaar, ce plat fait partie des habitudes alimentaires. C'est pourquoi, pour ce jour de fête, certains n'hésitent pas à opter pour un autre menu. Chez la famille Sall, ce sera du vermicelle, mais à côté, du couscous sans sauce est préparé pour respecter une tradition bien ancrée ici, à Tigéré, un petit village de la commune de Matam. C'est une tradition qui a beaucoup de sens pour nous. Elle contribue au raffermissement des liens familiaux. Vous savez, l'oncle a toujours une grande affection pour ses neveux. Et en tant que Halpulaar, offrir du couscous avec tout ce que cet aliment représente pour nous, c'est très symbolique. Les ayants droit, filles et garçons, ont fait le déplacement dès les premières heures de l'après-midi, chacun avec un récipient pour récupérer sa part. Et tout se passe devant le chef de famille, un oncle ravi de faire plaisir à ses neveux et nièces. Même si on fait d'autres plats, il faut qu'on fasse le couscous pour les neveux qui viennent le soir, demander le couscous des neveux à leur oncle. On l'a trouvé ici, c'est ce que faisaient nos grands-parents et on ne veut pas vraiment laisser tomber cette tradition pour refermer les liens de parenté. Dans ce village, la tradition est respectée dans presque tous les foyers. Elle symbolise même la sacralité de la famille au sens élargi.
Même quand tu es un adulte, c'est avec beaucoup de plaisir que tu reçois ce couscous préparé chez ton oncle. Ça représente beaucoup pour nous. Après avoir reçu leur lachiri, couscous en pulaar, ces jeunes ne se feront pas prier pour danser et chanter pour leur oncle en signe de reconnaissance. Bon, Tayabon à tous les enfants avec justement des tenues qui rappellent beaucoup de bonnes choses. Les danses traditionnelles également sont à l'honneur. Les danses qui marquent la sortie des circoncis en milieu sérère reviennent dans la rubrique culture. Le doute où c'est pas de danse bien particulier, c'est avec Fatou Diouf. Le village de Saror au rythme du Nout, la fête des circoncis. En milieu sérère, lorsque les circoncis sortent de la case des hommes, on les célèbre devant toute la communauté. Une grande cérémonie mythique et sacrée. Les Selbés, maîtres initiateurs des circoncis, se déguisent et effectuent des danses traditionnelles. Ils font leur entrée avec le sandang, une chorégraphie visiblement fascinante. Le sandang est une danse qu'on exécute avec un bâton et un foulard attachés au bout. Le bâton et le pied vont ensemble et le danseur avance en bougeant la tête. Chaque rythme une chorégraphie spécifique et des paroles pleines de sens et de signification. Le danseur suit le rythme des tam-tams. Voici comment on exécute la danse tarine. Tarine, tenrevo, gagna ona jawalo, tenrevo. Pour danser le tarine, il faut se courber et se relever jusqu'à ce que le maître des circoncis lève son bâton avant de s'allonger. Autre danse, Sumangokol, Ngokolkoli et Birandata. Ces danses traditionnelles sont effectuées en l'honneur des circoncis. Cette danse est aussi souvent dédiée à des hommes ou des femmes qui, de leur vivant, s'étaient distingués par leur respect au rite initiatique de la circoncision. Pure tradition des Sérères du Djilas, Faoy, Diofior et Saror, les danses Sandang, Tarine, Sumangokol et Birandata ont longtemps rythmé les cérémonies de Ndout, la fête des circoncis, un héritage culturel jalousement sauvegardé par les ancêtres et légué aux nouvelles générations de ce terroir de Fatick. Dernière note de cette édition, l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène en Colombie, à Haïti, au Rwanda et au Mali, où un attentat manqué a eu lieu hier soir à Tombouctou. Nadine Tajdine.
Attaque kamikaze déjouée contre la MINUSMA à Tombouctou. C'est dans la nuit de lundi qu'un homme portant une ceinture d'explosifs s'est précipité sur une patrouille menée par des casques bleus suédois de la MINUSMA. La ceinture du kamikaze a alors eu une défaillance. L'homme est mort, mais on ignore encore si c'est sa ceinture qui a mal fonctionné ou si ce sont des casques bleus qui l'ont abattu. Une collecte des faits est actuellement en cours au sein de la MINUSMA pour retrouver de possibles complices. Urgence humanitaire en Haïti face au spectre de la famine et du choléra. L'ONU tire la sonnette d'alarme face à la crise humanitaire en Haïti, une semaine après le passage de l'ouragan Matthew qui a fait plus de 370 morts selon un bilan toujours provisoire. Les Nations Unies ont lancé un appel d'urgence pour collecter 120 millions de dollars pour couvrir les besoins des sinistrés, car les besoins sont immenses dans le sud du pays, considéré comme le grenier de l'île. Pour l'ONU, il s'agirait du pire désastre humanitaire d'Haïti depuis le séisme de 2010. Les autorités redoutent également la propagation du choléra qui pourrait faire de nouvelles victimes. Une deuxième guérilla en Colombie accepte de négocier la paix. Le LN et l'État colombien ont annoncé ce lundi avoir trouvé un accord au Venezuela. Les deux parties entameront publiquement des négociations de paix le 27 octobre prochain à Quito, en Équateur, après avoir remporté le prix Nobel de la paix vendredi dernier pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les FARC, et ce malgré le vote de refus de la population colombienne. Cette annonce est un coup de pouce pour le président Juan Manuel Santos. C'est peut-être un demi-siècle de conflit armée en Colombie qui pourrait s'achever prochainement. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Bonne fête de Top Prime. Lise Filiatrolt est le nouvel ambassadeur du Canada à Dakar. Diplômée en coopération et développement international à l'Université d'Ottawa, elle a intégré le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 1990. De 2013 à 2016, Lise Filiatrolt a été sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et dans le Maghreb. Mais son premier poste au sein du ministère était en Guyane en 1992. Le nouvel ambassadeur du Canada à Dakar est marié et mère de 2 filles. Après cela, nous parlons de l'inauguration de la boulangerie de la réinsertion au camp pénal, une initiative du gouvernement du Sénégal pour améliorer les conditions de vie des détenus. L'État est accompagné dans ce projet par la Fondation Osiwa et la coopération française. Les pains provenant de cette boulangerie de la réinsertion seront distribués à quelques 5000 pensionnaires des administrations pénitentiaires. Une initiative rendue possible grâce à la coopération tripartite entre l'État du Sénégal, la Fondation Osiwa et la coopération française. La justice, c'est déjà un élément essentiel de toute démocratie, de tout état de droit. Et au sein de la justice, la qualité de l'administration pénitentiaire est souvent un bon critère pour mesurer le respect de l'état de droit. Et c'est, comme vous le savez, des principes, des valeurs auxquelles le Sénégal et la France sont attachés. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des détenus, mais aussi faciliter leur réinsertion sociale. La dignité doit être quelque chose à préserver en prison. C'est de permettre aux détenus d'avoir des activités qu'ils auront à la suite d'une formation. 5000 pains vont sortir de cette boulangerie alors, pour alimenter quelque chose comme 4800 détenus dans les 8 établissements pénitentiaires de la région de Dakar. C'est un progrès très important, comme vous avez pu le constater. Et nous sommes aujourd'hui à 1000 francs, ce qu'on appelle la cotation journalière. Et c'est déjà un pas assez important parce que nous venons de loin, de 300 francs à 1000 francs. Il y a une amélioration de l'alimentation. Et cela va continuer à travers la production du pain qui sera fait par les détenus eux-mêmes. Et ce qui est important aussi, l'avantage de cette boulangerie, autre avantage, c'est que c'est un travail qui sera fait
Et ce travail est un travail qui assure la dignité, parce qu'on a le plaisir de faire du travail et d'apporter quelque chose à la communauté à laquelle on appartient, même si c'est une communauté restreinte. C'est quelque chose de très important. Elle participe de la réinsertion, comme nous l'avons dit, mais également aussi, et tout cela, c'est une activité aussi qui est rémunératrice. Cette unité de production de pain a été construite et équipée en partie par l'État du Sénégal. La Fondation Osiwa et la coopération française sont ensuite venus en appoint pour accompagner le Sénégal dans cette dynamique d'amélioration des conditions de vie des détenus. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est exprimé sur les doléances des détenus suite à la mutinerie de Rebeuss du mois de septembre dernier. Sidiki Kaba revient sur les dispositifs pour améliorer les conditions de détention et la gestion des prisons. Nous l'écoutons. Les demandes qui ont été faites par les détenus, notamment avoir des audiences permanentes dans des chambres permanentes. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Et dorénavant, il y a à la place des cours d'assises, il n'y aura plus de sessions, mais des chambres permanentes dans des, comment ça s'appelle, il y aura des audiences permanentes dans des chambres permanentes criminelles, ce qui voudrait dire que tous les jours, il y aura une audience. Cela va permettre un traitement beaucoup plus rapide des dossiers dans un délai raisonnable. Et aussi, je vous avais dit aussi que ce qui est important, c'est qu'il y aura une forme alternative à la prison. Dorénavant, si la peine de prison peut être égale ou inférieure à 6 mois, le juge peut demander à celui qui doit être condamné s'il veut aller en prison ou s'il veut être... Lorsque leur carte d'identité sortira, il sera fait mention au verso « personne non inscrite sur les listes électorales ». Ça, c'est une bonne précision. Merci en tout cas Bernard Casimir-Sis, directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections, qui nous parlait du processus d'obtention des cartes d'électeurs. Et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à la connaissance de l'opinion publique, conformément à l'article 1er du décret numéro 2016-1535 portant application de la loi 2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales et en application de l'arrêté numéro 14-898 du 3 octobre 2016 fixant les modalités de fonctionnement des commissions administratives de la refonte partielle des listes électorales. Le préfet du département de Dakar a institué 2 commissions administratives par arrêté numéro 226 PDDK du 3 octobre 2016. Le même jour, le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar, Plateau, a également institué par arrêté numéro 637 AD-PI SP une commission administrative chargée de la refonte partielle des listes électorales au niveau de la circonscription. Chaque commission est composée d'un président, d'un suppléant, d'un représentant de la Sénat, d'un représentant du maire et d'un représentant de chaque parti politique ou coalition de partis politiques légalement constitués. Les commissions administratives chargées de la refonte partielle des listes électorales, quoique fixes, peuvent être rendues itinérantes selon les besoins ou les réalités locales. C'est fort de cette prescription légale et en vertu de sa compétence nationale que la dite commission administrative a pu être déplacée dans les locaux de la DAF le jour du lancement des opérations. En tout état de cause, les activités des commissions administratives sont rigoureusement contrôlées par les représentants de la Sénat, dont la présence obligatoire est de droit. En revanche, la présence ou non des partis politiques aux coalitions de partis politiques légalement constitués est entièrement de leur responsabilité. Par conséquent, la confirmation par Monsieur le Président de la République de son inscription sur les listes électorales le 4 octobre 2016 s'est faite régulièrement devant une commission administrative dûment constituée. Nous en parlions tout à l'heure avec Bernard Casimir-Sis. Et puis, la remise de sa carte le même jour et devant la même commission administrative prouve, au-delà de la performance du système mis en place, notre attachement aux règles de transparence édictées par la réglementation électorale, signée donc le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec également le secrétaire général Cheikhou Cissé.
Merci en tout cas d'avoir suivi notre invité. Après 3 ans d'exécution, le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique Projep a réalisé des résultats satisfaisants dans la lutte contre les inondations dans la banlieue dakaroise. Des ouvrages de drainage ont été réalisés pour des bénéficiaires estimés à 100 000. Le maître d'œuvre du projet, l'agence de développement municipal, a organisé une tournée d'information. Pabouna Tchawa. Une tournée d'information qui a débuté par l'une des réalisations phares du projet. Le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique a littéralement chassé le spectre des inondations ici à la Cité Soleil de Dalifort grâce à ces bassins versants qui fonctionnent par un système de drainage gravitaire. Autre lieu jadis très affecté par les inondations, Wakhinane Nimzatt, au cœur de la banlieue. Ici, les bassins réalisés avec leur aménagement à côté ne profitent pas seulement à ces jeunes enfants. La zone où nous sommes présentement était inaccessible. On ne pouvait pas accéder à la zone. La mobilité des populations était très réduite. Toute la zone était inondée. Là où il y a aujourd'hui les bassins, c'était habité. Donc ces familles-là étaient obligées, par l'emprise des eaux, de quitter ces environs pour aller s'implanter ailleurs. Donc avec l'arrivée de ces ouvrages-là, depuis il y a à peu près plus d'1 an maintenant, on s'est rendu compte que la zone est devenue plus agréable à vivre et accessible aussi. Dans les villes de Pikine et Guédiawaye, le projet a réalisé un total de 8 bassins d'une capacité cumulée de 315 000 m3. Des ouvrages qui ont permis de protéger 100 000 habitants des inondations. Leur réalisation a nécessité une bonne connaissance de la topographie du milieu. Ce que le projet a fait, c'est d'abord refaire l'étude hydrologique, le diagnostic hydrologique de toute la zone d'intervention Pikine-Guédiawaye pour redéfinir. S'il veut faire au profit de la société, un travail au bénéfice de la société. Alors aller dans une mairie, nettoyer une mairie ou apporter donc son concours bénévole, à balayer une rue, bref, il a le choix. Et ce choix, c'est une façon aussi de désengorger et éviter la prison à tout le monde. Et c'est un progrès majeur parce que c'est la première fois que nous l'avons. Je vous avais dit aussi que nous serons à Ziguinchor. Pourquoi Ziguinchor était important? L'inauguration de la cour d'appel de Ziguinchor. Parce que les 3 régions de Ziguinchor, de Kolda, mais en même temps aussi de Sédhiou, lorsque un plaideur faisait appel, le justiciable, son affaire était examinée à Dakar. Quelqu'un qui est à Médina Yoro Fula, il devait faire près de 1000 km pour venir soutenir son appel à Dakar. C'est harassant, c'est coûteux, c'est difficile et souvent il renonçait avec un sentiment de frustration et même avec le sentiment qu'il faudrait régler par la violence et par la vengeance. Or, la vengeance n'est pas l'acte de justice. C'est pourquoi aujourd'hui, cette question est réglée. Quand un citoyen a un problème, la première des choses qu'il lui faut, c'est qu'il faut que son juge soit à côté de lui. Son juge sera donc à côté de lui. Alors, nous parlons du processus d'obtention des cartes d'électeurs. Bernard Cardimir-Sis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Diédiou. Vous êtes le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections. Alors, récemment, des sorties ont eu lieu dans la presse pour, entre autres, dire que les personnalités, notamment le président de la République, ont obtenu les nouvelles cartes d'électeurs sans passer par des commissions administratives. C'est bien cela. Alors, quelle est la vérité des faits? La vérité des faits, c'est que depuis le 4 octobre dernier, Monsieur le Président de la République a lancé officiellement la nouvelle carte nationale d'identité, la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO, qui doit également faire office de carte d'électeur. Et lui-même a donné l'exemple à tous les concitoyens. Il s'est fait délivrer la nouvelle carte d'identité et s'est présenté effectivement devant une commission administrative mise en place par le préfet du département de Dakar. Et cette commission-là, elle est administrative en cela qu'elle a été mise en place par l'autorité administrative. C'est une commission parce qu'il s'agit d'une représentation plurielle. Il y avait un président nommé par l'autorité administrative, donc le préfet de Dakar. Il y avait un représentant du maire de la ville de Dakar et il y avait également un contrôleur de la Sénat. Et tous les partis politiques légalement constitués sont membres de cette commission administrative. Donc la présence du chef de l'État était une présence salutaire qui donnait l'exemple et c'est une présence qui respectait les dispositions électorales. Il faut indiquer que si on était rigoureusement resté
dans le processus électoral actuel, Monsieur le Président de la République se serait fait enrôler à Fatick, parce que votant là-bas, mais la commission qui a été instaurée par le préfet de Dakar, comme toutes les autres commissions, c'est une commission qui a une compétence nationale, donc habilitée à enrôler Monsieur le chef de l'État ici même à Dakar. Alors, justement, quelles sont les conditions réelles d'obtention de cette carte d'électeur? Il est bien de préciser que cette carte d'électeur, qui est en même temps la carte d'identité CEDEAO biométrique, pour l'instant, ceux qui sont appelés à se présenter, ce sont les citoyens qui sont déjà inscrits sur les listes électorales ou bien qui ont l'âge électoral, c'est-à-dire 18 ans révolus. Pour se présenter devant ces commissions, donc, il faudra justifier qu'on a la carte d'identité numérisée, celle d'alors, ou bien la carte d'électeur en soi. Et quelle que soit la pièce que vous présentez, si c'est la carte d'identité ou bien la carte d'électeur, vous devez en même temps en présenter la photocopie, parce que c'est la photocopie qui est retirée et jointe au formulaire. Donc c'est simplifié, vous présentez votre pièce d'identité ou bien votre pièce d'électeur avec une photocopie qui sera retirée par la suite. C'est aussi simple que cela. Nous rappelons qu'au Sénégal, nous pouvons avoir la carte d'identité à 5 ans déjà. Mais toutes les personnes qui ne sont pas concernées par le processus électoral présentement ne sont pas appelées à se présenter pour l'instant au niveau des commissions. Il s'agit de commissions administratives qui travaillent à la refonte des listes électorales et c'est une refonte partielle. Et il faut avoir quel âge pour ça? Pour cela, il faudra avoir 18 ans révolus. D'accord. Alors aujourd'hui, où est-ce que les Sénégalais... Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. 4 nouveaux ambassadeurs à Dakar. Les diplomates ont présenté au président de la République leurs lettres de créance. Ils représentent respectivement l'Allemagne, l'Australie, la Gambie et le Canada. Et puis une nouvelle unité de production de pain au camp pénal. La boulangerie de la réinsertion, comme on l'appelle, produit 5000 pains pour les 4800 détenus des 8 établissements pénitentiaires de Dakar. Une activité pour préserver la dignité des détenus, affirme Sidiki Kaba. Le ministre de la Justice s'est prononcé sur les nouvelles dispositions pour améliorer les conditions de détention et la gestion des prisons. Gestion des inondations, le projet des l'ADM font le point dans la banlieue dakaroise. Des ouvrages de drainage des eaux pluviales ont permis de protéger 100 000 habitants et améliorer leur cadre de vie. Achoura, le début de l'année musulmane est célébré ce mardi, ce jour institué par le prophète Mohammed après son arrivée à Médine en 622 symbolise plusieurs épisodes dans l'histoire des religions révélées, l'islam notamment, un jour avec des recommandations particulières et ses aspects traditionnels qui varient selon les cultures, du Tadjaboun au Sénégal, à la flagellation en Iran ou Irak, tout sur la Tamkharit. Et puis quelques pas de danse pour annoncer et fêter la sortie des circoncis sévères. Nous reparlons du doute dans la rubrique au cœur, dans la rubrique culture. Et puis le processus d'obtention des cartes d'électeurs, nous en parlons aujourd'hui avec Bernard Casimir-Sis, directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a reçu ce mardi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs, les représentants de l'Australie, de l'Allemagne, de la Gambie et du Canada au Sénégal ont pris officiellement fonction ce matin. Des diplomates dont la mission est de veiller à l'excellence des relations entre leur pays et le Sénégal. Les ambassadeurs de l'Australie, de la Gambie, du Canada ont eu droit aux honneurs dus à leur rang. Aboubakry Kane. Andrew Barnes est le nouvel ambassadeur de l'Australie au Sénégal. Officier de carrière, il est directeur de la section Afrique australe, centrale et de l'Ouest. Excellence, les honneurs vous sont rendus pour le détachement de la garde présidentielle commandée par le capitaine Moussa Yorogueï. Mesdames et Excellences. Né le 23 avril 1963, le nouvel ambassadeur venu présenter ses lettres de créance au président de la République et non résident.
Andrew Barnes couvre donc le Sénégal à partir de Accra, où il a depuis 2015 occupé le rôle de chargé d'affaires. Autre ambassadeur venu présenter ses lettres de créance au chef de l'État, le docteur Renat Astrid Chimkoreit. Son Excellence Madame l'ambassadeur d'Allemagne. Le nouvel ambassadeur d'Allemagne à Dakar est né en 1954 à Brandenburg. Diplomate de carrière, elle a eu à occuper plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères. Dr Chimkoreit a été de 2012 à 2013 ambassadeur d'Allemagne à Accra. Depuis 2014, elle était consul général à Almaty, au Kazakhstan. Mamadou Ibrahim Ndiaye est le nouvel ambassadeur de la Gambie à Dakar. Diplômé en études islamiques, Mamadou Ndiaye est né en 1954 à Banjul, marié et père de 3 enfants. Il a fait la plupart de ses études à l'université de Damas, en République arabe de Syrie, puis à Islamabad au Pakistan. De 2002 à 2003, il a été ambassadeur de la Gambie au Qatar. Il a aussi plusieurs fois représenté la Gambie au sommet de la conférence islamique. Avant d'être nommé ambassadeur à Dakar, Mamadou Ibrahim Ndiaye était l'imam ratib de la mosquée de Pipeline à Banjul. Ils doivent aller pour avoir soit la carte nationale d'identité biométrique et en même temps la carte d'électeur. Dorénavant, nous devrons dire carte d'identité biométrique CEDEAO. Donc, pour obtenir cette pièce d'identité qui fait en même temps office de carte d'électeur, il faut aller au niveau des préfectures. Pour l'instant, la préfecture de Dakar, le préfet de Dakar a installé 2 commissions qui siègent présentement au niveau de la DAF, parce que c'est une phase expérimentale, la DAF qui se trouve près de la rue 6. Il y a une autre commission mise en place par le sous-préfet de Plateau, Dakar Plateau, et cette commission siège présentement au niveau des locaux de la DAF qui sont contigus au ministère de l'Intérieur. Donc pour l'instant, ce sont ces commissions qui fonctionnent, mais au niveau des départements de Dakar, cela se fait progressivement. Aujourd'hui, certains départements ont commencé. À compter du jeudi, à la préfecture de Guédiawaye, de Pikine, mais également au niveau de Rufisque. Pour Rufisque, les gens iront à Bargny pour l'instant. Donc à ce niveau-là, les commissions vont travailler. Et dès la semaine prochaine, comme indiqué dans l'arrêté du ministre de l'Intérieur, dans l'intérieur du pays, au niveau des 41 autres départements, les commissions vont fonctionner. Alors, il y va également de la refonte du fichier électoral dans tout ce processus. Effectivement, et quand nous disons refonte partielle du fichier, c'est que nous avons un fichier électoral qui fait plus de 5 300 000 électeurs. Mais il faut revenir à 2006 pour se rendre compte qu'à l'époque, lorsque vous alliez pour vous inscrire, automatiquement, quand vous aviez l'âge électoral, il vous était délivré et en même temps votre carte d'identité et en même temps votre carte d'électeur. Ceux-là qui ne désiraient pas être sur les listes électorales l'étaient de fait. Pour cette fois-ci, avec tous les appels pour un audit du fichier électoral et pour le rendre un peu plus crédible, et qui traduisent la réalité effective des électeurs qui vont se présenter, il a été demandé à tous les citoyens qui sont sur les listes d'aller confirmer. Il vous sera simplement posé une seule question. Est-ce que vous souhaitez toujours figurer sur les listes électorales? Si tel est le cas, rien ne change dans vos données, sauf si vous demandez à changer votre adresse électorale. Si tel est le cas, votre nouvelle carte sortira avec, au revers, les données d'identité et au verso, vous aurez les données électorales. Et donc, si vous changez d'adresse, qu'est-ce qu'il faut? Si vous changez d'adresse, cela va être pris en compte parce qu'une personne qui votait à Bignona et qui aujourd'hui est basée à Dakar pourrait souhaiter rester ici à Dakar et voter. En ce moment-là, sa demande sera prise en charge. Il lui sera délivré un récépissé et au moment opportun, lorsque sa carte sortira, cette personne verra que son adresse électorale a changé. Il est bien de préciser que les militaires et les paramilitaires seront inscrits comme si c'était de nouveaux électeurs parce qu'eux, ils votaient avant. Cette fois-ci, ils vont être inscrits comme des civils et ce sera considéré comme une nouvelle inscription.
Une autre précision, c'est que le citoyen de 18 ans révolu qui va se présenter devant la commission devra amener sa carte nationale d'identité. C'est la carte numérisée actuellement avec une photocopie. Cette personne-là pourra être inscrite et lorsque sa carte sortira, elle sortira avec un côté une carte d'identité et de l'autre ses données électorales. Et si elle change d'adresse, il lui faut un certificat de résidence ou... Alors, pour cela, c'est important. Les commissions ayant une compétence nationale, si la commission se déplace et que vous voulez changer de votre adresse, il faudra que vous justifiez votre rattachement à la circonscription à laquelle vous voulez faire partie. Cela, c'est en perspective des élections locales, parce que ne participent aux élections locales que les citoyens de la collectivité locale. Donc, vous devez justifier à travers un certificat de résidence, ou bien il y a d'autres papiers, ça peut être le quitus fiscal, ça peut être une facture d'eau ou bien d'électricité, conformément au code électoral. Donc ces commissions-là ont une compétence nationale, prennent tout le monde, mais il faudra justifier votre appartenance à la collectivité. D'accord. Après Dakar, les régions, c'est pour quand les régions, dès la semaine prochaine, et cela commencera par les préfectures. Donc dès la semaine prochaine, à compter du 15, on ira se déployer au niveau des départements. Permettez-moi de préciser juste qu'au moment où on enrôlera les citoyens, ceux-là qui ne désirent pas figurer sur les listes électorales,